Bonjour à tous. Dans ces émissions, nous allons explorer, critiquer et décortiquer la bande dessinée dans son ensemble. Actualité, nouveautés et grands classiques. Et pour cela, nous allons commencer, arbitrairement, avec un cycle consacré à revenir sur les prix du meilleur album décerné par le Festival d'Angoulême. De 1976 à nos jours, cela va nous permettre d'explorer de près de 40 ans d'évolution du 9e art, au travers de ce que le milieu avec un grand M considère de ce qu'il a de mieux à proposer. Nous commençons avec 1976, troisième festival et le premier à décerner le prix du meilleur album, sous 4 variantes différentes. Abordons d'abord la meilleure œuvre réaliste française, Le Vagabond des Limbes, tome 2, L'Empire des Soleils Noirs. Scénarisé par Christian Godard et dessiné par l'espagnol Julio Ribera. Et d'ores et déjà, nous voilà confrontés avec un des problèmes de ce cycle. Un prix à Angoulême ne signifie pas la gloire éternelle. Et tous les albums primés ne sont pas aisément disponibles en librairie, loin de là. Même l'intégrale de cette longue série, dont les albums ont été continués à apparaître jusqu'en 2003, n'est plus disponible où que ce soit. Sauf éventuellement en bibliothèque et encore. C'est pas dit. Bon, en l'occurrence, j'ai réussi à dégoter la première intégrale parue chez Narco en 2002, réunissant les 3 premiers albums avec une sympathique introduction de mise en contexte dans les réserves des bibliothèques de Paris. C'est déjà pas mal. Le Vagabond des Limbes est une bande dessinée de science-fiction du sous-genre du space opéra complètement camé. Vous connaissez le genre. Des vaisseaux spatiaux, grands comme des villes, filant entre des systèmes planétaires entiers traités comme des villes de la même banlieue proche, des androïdes et des fusils désintégrateurs, mais en même temps, des explorations de l'inconscient collectif, de la symbolique jungienne, en veux-tu en voilà, des mises en abîme de la fiction comme fiction dans l'imaginaire réel, des personnages dépassant des conflits galactiques par leur propre illumination mystique, et du cul gratuit, comme représentation du ça freudien de la société, et un peu pour faire adulte. En 1974, ce n'est absolument pas inédit. Frank Herbert a publié Dune depuis déjà 10 ans. Alejandro Jodorowsky est en train d'essayer de l'adapter en film en compagnie de Heike Giger, de Salvador Dali et de Pink Floyd. Jack Kirby dessine sa saga du 4e monde et ses conflits mythologico-cosmiques entre dieux de l'espace, et même dans la bande dessinée française, Jean Giraud est déjà devenu Mobius. Philippe Druillet a fondé Métal Hurlant et les humains y est associés, et Jean-Claude Forest est en plein dans Barbarella et les naufragés du temps. La différence du Vagabond des Limbes, c'est qu'il se présente d'abord comme une série de space opéra bien plus classique, avec un héros, Axel Moonshine, aux innombrables qualités superlatives, envoyé régler à lui tout seul tous les problèmes de la galaxie, dans le meilleur vaisseau spatial de la guilde cosmique, avec un faire-valoir comique, Muskie, le petit clown, garçonnet enjoué et irresponsable de 13 ans, qui ne veut que jouer et s'accrocher au basque du héros, confronté à un méchant politicien de l'espace, dont tout dans le design et le comportement, il est là pour dire « je suis le mal absolu ». Dans un univers de technologie merveilleuse, le tout accompagné d'un dessin certes efficace et détaillé, mais qui peut-être être juste pour moi, enfant des années 80, il n'a rien de bien exceptionnel. On est dans les canons de l'époque, une série qui aurait sa place dans Pilote ou dans Tintin. Puis, le bizarre s'installe. Muskie est un garçonnet androgyne, tout en longues jambes, visage fin, grands yeux expressifs et lèvres roses et pulpeuses. Tout cela cacherait-il quelque chose? Mais oui, il est le prince des Éternautes, elfes immortels de l'espace, disposant d'un contrôle parfait sur leur développement et vieillissement. Et comme un Peter Pan de SF, cela fait des siècles qu'il a 13 ans, et refuse de grandir physiquement et psychologiquement. Le grand méchant accuse Axel
d'enfreindre le mystérieux tabou de vouloir franchir les portes du rêve. Et pour le coup, a raison. Et tout le monde est d'accord que c'est inadmissible sans expliquer outre mesure. Et oui, Axel est bel et bien en train d'explorer ses propres rêves par une technologie mystique. Il découvre une femme du nom de Chimère, parce que parfois il faut arrêter d'être subtil dans la symbolique, et décide de consacrer son existence à la rencontrer physiquement, alors que des indices en gros sabots viennent nous susurrer que les rêves d'Axel se déroulent dans notre réalité, où la réalité d'Axel est une fiction. Bref, Axel est déclaré banni et traqué à travers la galaxie. Muskie refuse de l'abandonner, son gardien, malgré l'insistance que les gardes pourpres à ses trousses sont des gens corrects, qui vont le prendre en charge correctement, et si il se rend. Bon, ça, c'était le premier album, titré « Le Vagabond des Limbes ». Mais l'album privé, c'est le suivant, « L'Empire des Soleils Noirs », sorti le mois même du festival. Dans celui-ci, nous retrouvons Axel, toujours introduit par une page de superlatifs. Et Muskie, toujours un garçonnet de 13 ans, parfaitement insupportable, se rendant à un rendez-vous sur la ville la plus malfamée de la planète la plus malfamée, pour y rencontrer le roi de la pègre et lui demander l'accès à une Linga Lilith. Être mystérieux qui se révèle être un protoplasme psychique qui peut prendre la forme, l'identité que l'on souhaite. Ce qui permet à notre héros de rencontrer et connaître bibliquement un facsimilé raisonnable de la chimère qu'il continue à poursuivre. Et accessoirement, nous amène 2 pages de femmes à poil pour pas cher. Au passage, nous apprenons au détour d'une case que Muskie n'est pas un garçon, puisque son espèce peut choisir son genre, et qu'il ou elle n'a pas encore décidé. Apprécions l'inclusion d'un personnage au genre non-binaire, ce qui, de nos jours, causerait l'ire de personnes désagréables, arguant que l'auteur cherche à détruire la civilisation occidentale. Et notons que cet état civil flou renforce encore l'aspect Peter Pan de Muskie, enfant éternel à l'innocence consciemment préservée jusqu'à l'ignorance même de la sexualité, créant ainsi un fort contraste avec Axel, héros hypersexué qui a tout vu, qui est allé partout, et prêt à commettre tous les crimes pour une chance de tirer sa crampe. Et profitez bien de cette ambiguïté sexuelle, ça va pas durer. Faudrait pas croire qu'un personnage potentiellement féminin puisse être dans l'entourage d'un héros de bande dessinée sans en tomber éperdument amoureuse. Faudrait pas rigoler non plus. Néanmoins, cette digression n'occupe qu'une poignée de cases. Le point important de cet épisode, c'est que le roi de la pègre est un traître. Qui veut vendre Axel à la garde pourpre pendant qu'il est occupé à faire pleurer Spopol. Mais nos héros vont s'en sortir face à des forces supérieures en nombre, en armement et en détermination, en se jetant dans un trou noir sans avoir la moindre idée de ce que cela implique. Bien sûr, le roi de la pègre paie sa traîtrise de sa vie, mais il révèle dans son dernier souffle qu'il utilisait la Linga Lilith non pas pour assoupir ses basses pulsions, comme pourrait le laisser supposer le fait qu'il est manifestement le mal absolu encore une fois, mais pour retrouver sa fille perdue. Un petit morceau de caractérisation peut-être un peu cliché, mais efficace et touchant. Notons aussi que le trou noir est étonnamment correct pour une bande dessinée des années 70 qui traite autrement la physique comme une simple suggestion. Ce n'est pas un tourbillon ou une bonde ouverte dans la grande baignoire de l'univers, c'est bel et bien une étoile noire entourée d'un lot de rayonnement tendant vers le violet, et tordant l'espace-temps à son approche. C'est pas grand-chose, mais j'apprécie. Dans la traversée du trou noir, le dauphin d'argent, vaisseau le plus puissant de l'univers et plot device surpuissant, voit ses réserves d'énergie s'épuiser et sera en rade pendant plusieurs jours une fois qu'il aura atteint un point de repos, histoire de ne pas encombrer le héros avec une omnipotence autour de laquelle il est toujours difficile de travailler pour un auteur. Et voilà. Au bout de 20 planches sur 43, nous en avons fini avec l'introduction. Tout ce qui s'est passé jusque-là ne reviendra plus jamais dans l'histoire. Le bossu, la Linga Lilith, le sexe des anges, le trou noir, tout ça oublié. On n'en parle plus.
Tout ça, c'était pour remplacer un encadré. Après avoir échappé à ses poursuivants, notre héros en exil se retrouve sur une planète inconnue. Notons que cet ouvrage n'a pas l'excuse d'être de la préparution dans un magazine qui pourrait expliquer une structure en épisodes sériels, quasi indépendants, ou un scénario en roue libre qui est à peu près improvisé. C'est un album 48cc on ne peut plus classique, paru tel quel, avec une introduction représentant plus d'un tiers de l'ouvrage avant d'arriver au gras de l'action. Nos héros, donc, arrivent sur une planète inconnue, où le soleil est bel et bien noir, où les ombres rampent vers la lumière, et surtout où l'existence de tout et tous semble avoir été prévue jusque dans ses moindres détails, où tout est répertorié dans de mystérieux carnets de mémo destin, où chacun vit et meurt selon ce qui y est dit, où des anges blonds androgynes volaient autour de ceux qui arrivent à un croisement de leur vie pour les enjoindre à suivre la voie tracée par le bon prophète avec des majuscules, où la communication passe par la télépathie directe et universelle entre les êtres, où la seule chose qui soit crainte est d'avoir un jour à être incertain, et où, si l'arrivée de nos héros est imprévue, cet imprévu est prévu et ignoré, car le leitmotiv entourant leur action est que ce qui n'est pas prévu n'existe pas. Et nous sommes introduits à tous ces concepts avec un homme qui est venu dans ce désert pour subir un accident de la route et craint plus que tout d'y échapper. Le concept est fort et intriguant. Nos héros ont-ils atteint un autre univers? À travers ce trou noir où le destin est un phénomène objectif? Où la prédestination est la loi? Nos personnages sont-ils des personnages d'une fiction grandeur nature? Et vont-ils questionner l'existence de leur propre libre arbitre? Est-ce que ça va être super méta, symbolique et philosophique en diable? Ben non. La description du système nous est donnée dans un mur de texte. Nos héros sont invités à rencontrer le bon prophète. Axel sauve une femme à poil et comprend peu à peu que le système des mémos de destin se fait sur la base du volontariat. Tombe sur une orgie de village gratuite qui est là pour démontrer comment les impulsions basiques de l'être humain restent incontrôlées mais sont simplement déclarées comme inexistantes puisque imprévues, mais qui est surtout là pour nous filer deux pages de femmes à poil et nous rappeler que cette bande dessinée est adulte et mature comme t'as pas idée. Et il est rapidement montré et affirmé que cette emprise du destin est juste une dictature de l'espace, que le bon prophète est juste un dictateur décadent, que les anges sont juste des soldats engagés pour contrôler la population et s'assurer qu'elle suit le programme dicté par la bureaucratie. Et en plus, ils sont gratuitement méchants et pervers, puisqu'ils kidnappent régulièrement des femmes en nuisette et robes moulantes pour les violer et puis les remplacer par d'autres, parce que c'est la différence entre l'art et les albums pour enfants. On n'est pas dans un autre univers, cette histoire de soleil noir et d'ombre inversée ne revient jamais. Ce truc avec la télépathie est juste là pour justifier pourquoi le héros entend parfois ce que disent les autres personnages alors qu'ils sont super loin, mais fonctionne autrement comme de la parole normale. À partir de là, l'intrigue s'écrit d'elle-même. Axel et Munchsky décident de mettre à bas le système, libèrent les esclaves sexuels et les armes. Le système entier est détruit par des femmes à poil en 2 pages, probablement en un commentaire social comme quoi la libération sexuelle est la voie royale vers la fin des systèmes oppressifs. Le bon prophète s'enfuit en révélant qu'en fait il était méchant depuis le début. Et la réaction de 4,8 milliards de personnes qui viennent de voir le paradigme entier de leur existence s'effondrer est explicitement pas abordée. Enfin, notre héros se tape une meuf au pif après avoir affirmé qu'il ne avait fait ça que pour retrouver sa chimère, et nos héros s'en repartent pour de nouvelles aventures en exil. Personnellement, je trouve ça un peu dommage. Godard est manifestement un grand créatif, à l'imagination fertile. Son œuvre est remplie d'images troublantes, de symboles et d'allégories. Cette série est bourrée d'images
intrigantes, de moments touchants et de concepts au grand potentiel. Mais ça reste que du potentiel. Et toute cette puissance est mise au service d'un space opéra des plus classiques. C'est du David Lynch mis en scène par George Lucas. Et c'est peut-être bien la force de cette série. En tout cas de cet ouvrage. De grands concepts et une grande imagination traités de façon plaisante et efficace. Avec un dessin classique, mais qui n'est pas sans sa propre patte. Et on est au juste milieu entre les délires abscons d'un Jean-Claude Forest et l'action légère d'un roman de gare. La bande dessinée, c'est aussi de la lecture plaisir, de l'action et des femmes à poil. Et là, vous avez en plus une ouverture vers des thématiques plus tordues. Et ainsi, dès son premier choix de l'année, le festival d'Angoulême se retrouve tiraillé entre les dilemmes qui va le poursuivre pour les décennies suivantes, et qui est finalement le dilemme que traversent tous les grands festivals et tous les grands prix désignés par un jury. Faut-il récompenser ce qui est populaire ou ce qui est à l'avant-garde? Et pour cette première fois, la réponse est un peu des deux. Notons enfin, même si c'est mal de juger le présent d'une œuvre par son futur, et je le rappelle, lorsqu'il a été primé, cet album venait à peine de paraître, mais cette série a une belle postérité, continuant sur plus de 30 albums et presque autant d'années, et avec une poignée en plus d'albums dérivés par-dessus le marché. Et Godard a appris rapidement à s'appuyer sur la force de ses grands concepts et de la bizarrerie hallucinée qui est la force et le cœur de cette œuvre. En conclusion, je n'aurais peut-être pas dit que c'était le meilleure œuvre réaliste française de l'année, mais ça se laisse lire, et bien plus que ça même.